Non? Donc, on y va. On corrige d'abord l'exercice. Alors. J'ai remarqué que c'est pas toute la section qui a accédé à Moodle pour les... pour les solutions des examens précédents. Donc, il faut accéder quand même. D'accord? Alors, petite seconde. Alors, je partage la solution. Je pense que je vais partager toute la fenêtre. Alors. Donc, je mets d'un côté la solution et de l'autre côté, je mets donc l'énoncé. Est-ce qu'on peut zoomer? Je sais pas. Alors, j'espère que vous arrivez à voir comme ça. L'énoncé de l'exercice. Considérez donc un système CDMA dans lequel les utilisateurs A et B possèdent respectivement les codes de Walsh. Donc, le code ici, c'est un code qui s'appelle Walsh. Il est sur combien de bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour nous, K est égal à 8. Donc, si on trouve 8, on reçoit un 1. Si on retrouve un moins 8, ça veut dire qu'on est en train de recevoir un 0. Alors, montrer le résultat au niveau du récepteur lorsque A transmet un bit à 1 et B ne transmet rien. Alors là, on va supposer, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais on va supposer que ce qu'on veut recevoir, c'est le code de A. On veut écouter A. Donc, si c'est le cas, parce que là, on ne vous a pas dit est-ce qu'on veut écouter A ou pas, est-ce qu'on l'a dit à la fin? On ne l'a pas dit, mais on va supposer qu'on veut écouter A. D'accord? Donc, A transmet un bit à 1 et B ne transmet rien.
Donc, la station réceptrice, elle va se mettre, est-ce que je peux zoomer ça? Oui, comme ça. Donc, petit a, normalement, vous trouvez un 8. D'accord? J'ai pas fait, il n'y a pas le tableau. Et petit b, vous trouvez un -8. Est-ce que c'est fait? Vous l'avez fait? Oui? Oui, elle est là. Très bien. Parfait. Donc, et normalement, Ali, quand vous envoyez un 0 et la station réceptrice se met sur le code de A, elle veut écouter A, vous allez retrouver un -8. Allez, pour la question B. Très bien, Hajar. Voilà. Donc maintenant, dans les autres cas, pour C, montrer que le résultat au niveau du récepteur lorsqu'A et B transmettent tous les deux des bits à 1. Et là, on suppose que la puissance est identique. Donc, c'est ce que j'avais dit au cours. Quand la puissance est identique dans les exercices, vous laissez à 1. Donc, pour le C, A envoie un 1, data, et B, output, envoie également un 1. Receiver, ce qu'on va recevoir, donc ça sera la somme. Donc, -2, je somme 0, -1 et 1, 0, 2, ainsi de suite. Et le code du récepteur, j'ai dit que c'est le code de A, même si on ne vous l'a pas dit. Il faut bien choisir un code sur lequel je vais me mettre, la station réceptrice. Donc, -1, 1, -1, 1, -1, 1, c'est le code de A. Et je fais ma multiplication entre ce que je reçois et le code. Donc là, -2 fois -1, c'est un 2. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois -1, c'est 0. Et ainsi de suite. Donc là, on trouve un 8. Ça signifie que la station réceptrice a bien entendu la donnée de A, le signal de A, et elle s'est rendue compte, en faisant ce calcul, que c'est un 1. Et on peut conclure également que les deux codes sont orthogonaux, parce qu'on a eu uniquement la donnée de A. D'accord? Dans le D, montrer le résultat au niveau du récepteur lorsque A transmet un bit à 0 et B un bit à 1. Vous faites la même chose. Donc A, 0, B, 1. Je fais la somme du signal reçu au niveau de la station réceptrice. La station réceptrice utilise le code de A, toujours. Et ensuite, je fais la multiplication. Donc, les trois lignes du tableau, celle-ci, c'est au niveau de la station réceptrice. Et on trouve un -1. Donc, la station réceptrice a bien reçu le 0 de A. E, montrer le résultat au niveau du récepteur lorsque A transmet un bit à 1 et B, 0. Donc, c'est la même chose et on retrouve bien le 8. Donc, le code de... J'étais en train de réfléchir, quand vous augmentez la puissance, par exemple, de A, d'accord? J'augmente la puissance de A. Vous allez trouver combien? Je ne sais pas si on l'a posé par la suite. Oui, on va voir. Alors, ensuite, le F, montrer le résultat au niveau du récepteur lorsque A transmet un bit à 0 et B 0, donc c'est -1. J'ai montré le résultat au niveau du récepteur lorsque A et B transmettent tous les deux un bit à 1. Supposez que la puissance reçue de la B est 2 fois supérieure de celle de A. Donc, malgré que, ça c'est la G,
malgré qu'elle est 2 fois supérieure, vous allez trouver un 8. On reçoit uniquement celui de A. D'accord? Ensuite, le H, la même question, mais vous avez un 0 de A et un 1 de B. Donc, on va recevoir un moins 8. Ce que je viens de vous dire, c'est que augmenter plutôt la puissance de A et baisser, laisser à 1 la puissance de B. Donc, en faisant le calcul, qu'est-ce que vous allez trouver? Si je mets un... Vous avez compris ma question ou pas? Combien vous trouvez? Faites le calcul rapidement et dites-moi combien vous trouvez. Alors, vous trouvez combien? J'attends votre réponse. Est-ce que vous avez compris ma question? Vous doublez la puissance de A. Allez, vous trouvez combien quand vous doublez la puissance de A? Aucune réponse? Normalement, c'est un calcul rapide. Est-ce que vous êtes là? Réveillez-vous. Ah, je ne vous entends pas peut-être. Attendez. Oui, comme d'habitude. J'ai arrêté le son. Excusez-moi. Alors, Bonjour. bonjour Samy. Eh, mais je vous ai demandé maintenant de faire le calcul pour me dire combien on trouve. J'ai dit qu'il faut faire, vous reprenez la même chose, R, mais au lieu d'augmenter la puissance de B, vous augmentez la puissance de A. Bilal, il vient de faire le calcul. Merci Bilal. Il a trouvé un 16. Pourquoi un 16? Bilal, pourquoi un 16? On trouve un 16.
Pourquoi avant, vous avez trouvé un 16 et pas un 8? C'est 2 fois. Pourquoi il y a le 2, Bilal? Hmm? Oui, vous avez trouvé quoi? Comment? Non, non, vous ne retrouvez pas moins 8. Oui. Alors, on va la faire ensemble. Je lance le tableau blanc. Voilà. Très bien. Oh là là. Alors, ndirou la H, mais ndirou le A. Donc, A va envoyer 1, B va envoyer un 1, et on fait notre calcul. D'accord? Donc, première, elle a 8 colonnes, c'est ça. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. A, on va doubler sa puissance. Donc, il va envoyer combien? Moins 2, 2, moins 2. Un idée flagé, hein? Moins 2. C'est la même chose. واحد يبعت 0, واحد يبعت. Ah, نديرو la H. نروحو نديرو la. صح. D'accord. Ok. نديرو la H. نديرو la H. Donc, là, c'est un moins. Ensuite, moins 2. 2, moins 2. 2, moins 2. 2, moins 2. 2, moins 2. Et là, donc, moins 1, moins 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1. La somme, ce qu'on reçoit, ce qui est reçu. Alors, la somme, ça va être 1. Ensuite, moins 3, 3, moins 1, 1, moins 3, 3, moins 1. Je vais utiliser le code de A. Oui. Parce qu'on n'a pas augmenté la puissance. Oui, on a augmenté. Dans le H, on a augmenté la puissance de B et pas celle de A. Maintenant, B, il est plus proche de la station réceptrice. D'accord? Donc, et le code, c'est le code, on a utilisé le code de A. Donc, le code de A, c'est moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1 et 1. Alors, multiplication, j'aurai ici moins 1, ensuite moins 3,
moins 3, moins 1, moins 1, moins 3, moins 3, moins 1. Alors, 3 fois 4, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, ça nous fera moins 16. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, ça signifie pour lui qu'il a reçu, normalement, s'il reçoit un A, s'il utilise le code de A et qu'ils sont orthogonaux, et que A envoie un 0, il va recevoir un moins 8 quand il fait le calcul. N'est-ce pas? Dans notre exemple maintenant, si on n'a pas augmenté la puissance, il aurait reçu le moins 8. Oui, madame. D'accord. Mais du moment où on a augmenté la puissance, on va multiplier avec le 8 par la puissance 2. Donc, on aura, il y a Moins 16. moins 8 Fois fois la puissance. D'accord? Qui est de 2. Si on met un 3, vous allez recevoir combien? J'augmente encore. Donc, l'hnaya هتولينا 2. Là, 4. Là, 4. Là, 2. 2, 4, 4 et 2. Donc, l'hna toulil comme 2. L'hna, c'est quoi? Et là? Ah, c'est multiplication. Donc, moins 2, moins 4, 4, 2, 2, 4, 4 et 2. 4 fois 3. 4 fois 4, 16. 16. Donc, on a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4, 24. Donc, 24, c'est 3 fois moins 8. Voilà. Donc, ça dépendra de la puissance que vous augmentez. J'augmente c'est toujours le 8 fois la puissance. D'accord? Je pense que c'est clair. Je répète, moi pour moi c'est clair. À vous de me poser des questions si ce n'est pas clair. Là. Non, Samy. Donc vous n'avez pas encore compris. Regardez, Samy. Là, du moment où j'ai trouvé moins 8, ils sont orthogonaux. Ça veut dire que je n'ai écouté que la donnée de A. Et je me suis mise sur le code de A. Maintenant, la donnée de B a été annulée, comme si je ne l'ai pas du tout écoutée. Donc, ils sont orthogonaux. Oui, voilà, mais ça, ils restent orthogonaux. Très bien. يقعدوا orthogonaux. D'accord. Comme ils يقعدوش orthogonaux, vous n'allez pas trouver moins 24. Vous n'allez pas trouver moins 16. D'accord. Très bien. Vous savez, la meilleure chose que vous faites, Samy, en réexpliquant à votre façon, c'est là où, ça veut dire que la meilleure solution de poser la question, c'est de me dire ce que vous avez compris. Comment vous avez compris, c'est ce que vous venez de faire. Merci. Avec ça. Donc, si vous n'avez plus de questions, on peut avancer. Alors, oui, d'accord. Donc, on y va. Donc, on y va. Bien entendu. Très bien, bien entendu. Donc,
Pas de questions, on y va vers la suite. Voilà. Comme ça, je vois vos commentaires. Alors, on répète. Très bien. Alors, pour les réseaux locaux sans fil, maintenant, on démarre les types de réseaux. On va commencer par les réseaux locaux sans fil. Donc, ce qu'on appelle les WLAN. Alors, pour cette première section, on va parler des domaines, là où on va appliquer les WLAN. Je pense que vous connaissez ça, mais on va essayer de donner quelques petites théories concernant les domaines d'application. Ce n'est pas pour dans quel secteur, dans les entreprises, non. C'est comment on va utiliser les WLAN. Alors là, ce que vous avez, on vous dit, on va essayer au départ d'étendre les LAN. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce schéma-là, dans cette figure? Vous avez un LAN déjà, qui est là, et on a essayé, vous avez aussi de ce côté un autre LAN, et on a essayé de greffer à ces deux LAN, de greffer un réseau sans fil. Alors, dans ce réseau sans fil-là, on vous a schématisé un user module, qui est là, et un control module. Là, ces deux appellations, c'est une appellation software. Maintenant, c'est un soft qui est rajouté. On ne vous a pas présenté l'équipement lui-même, le hardware, là où il sera. Alors, il se pourrait que ce module-là sera au niveau d'un routeur sans fil. D'accord? Le plus important à comprendre de ce schéma-là, c'est que ces deux modules, c'est des programmes qui vont contrôler l'accès au support. Celui-ci, il va contrôler à tous ces équipements-là, comment ils vont accéder au support partagé qui est le sans-fil, et le user module, il va coopérer. Donc, le user module, ça peut être votre laptop qui veut accéder au support partagé. Donc, on aura plusieurs user modules. Donc, quelque part, c'est la couche Mac, hein, d'accord? Plusieurs user modules et vous avez un module de contrôle d'accès au support, d'accord? Là, vous avez toujours dans l'extension d'un LAN, vous avez plusieurs contrôles modules, 1, 2, 3, et on vous met des fréquences différentes sur lesquelles ils opèrent. Vous pouvez les imaginer comme des salles, d'accord? Et dans chaque salle, dans chaque espace, vous mettrez des points d'accès, d'accord? Donc, c'est les réseaux locaux. Et c'est ça ce que j'avais dit la dernière fois, qui se colocalisent. Ce premier réseau, il est adjacent à ce deuxième réseau et ils partagent une petite superficie commune. Donc, ils sont colocalisés. D'accord? Alors, on peut aussi les utiliser pour interconnecter des immeubles entre eux. Et on peut également les utiliser pour des accès nomades. Les accès nomades, c'est comme si que vous avez un visiteur à l'USTHB, il pourra accéder à un moment donné, il se balade à l'USTHB, il pourra accéder au réseau LAN de l'USTHB. Et vous avez également les réseaux ad hoc. Alors, les réseaux ad hoc, vous n'avez pas une infrastructure physique immobile, par exemple comme un point d'accès, non, vous n'en avez pas.
et vous avez les différents nœuds du réseau qui vont s'envoyer des données, mais la base d'un réseau ad hoc, vous n'avez pas forcément un protocole de routage. Ça veut dire que non, ce que je veux dire, c'est que les nœuds ne vont pas eux-mêmes faire du routage. Ils ne vont pas jouer le rôle d'un routeur. Ça veut dire que s'ils ne sont pas à portée de transmission les uns des autres, ils ne feront pas de routage. Ils ne feront pas l'intermédiaire pour envoyer de ce nœud à ce nœud-là les informations. Sauf si on vous précise que les nœuds peuvent jouer le rôle d'un routeur. Dans ce cas-là, même si A n'est pas dans la zone de couverture de B, celui qui est au milieu, il pourra faire office d'un routeur. Donc, il va faire le routage. Il va envoyer et transmettre de A vers B. Mais par défaut, il faut qu'ils soient les uns des autres face à face et dans la portée de transmission. D'accord? Alors, les conditions qui sont liées à la conception et à la mise en œuvre d'un WLAN. Ce sont des conditions à prendre en considération lorsque vous allez installer un WLAN. Quel est le débit exigé pour votre réseau? Quel sera le nombre futur de nœuds? Est-ce que votre réseau sera raccordé à une épine dorsale d'un LAN? Vous avez Ethernet et vous avez un réseau d'entreprise et est-ce que vous allez raccorder votre WLAN à ce réseau-là? Quelle sera la zone de couverture? Ça veut dire que vous allez établir un cahier des charges. Vous allez dans une entreprise et on vous demande, voilà, mes exigences concernant le WLAN. Et là, vous allez prendre note de toutes ces conditions-là. Et à partir de ces conditions-là, vous allez proposer une architecture pour ce réseau-là, ce WLAN. Quelle est la durée d'autonomie des équipements? Est-ce qu'on exige de la sécurité? Comment on va régler le problème des interférences? La sécurité aussi pour toute écoute clandestine. Qu'est-ce que vous allez proposer comme logiciel? Pour les WLAN, est-ce qu'ils seront colocalisés ou pas? Colocalisés, c'est ça. Est-ce qu'il y aura des chevauchements entre eux ou pas? Colocaliser, ça servira, regardez ici, quand je vais basculer d'un nœud qui est dans cette première cellule vers une autre, je n'aurai pas de coupure de transmission très importante. Parce que tout de suite, je me mets vers la deuxième fréquence. Il n'y a pas d'espace vide, libre, où il n'y a pas de signaux qui arrivent. Vous voyez, directement, j'arrive à basculer vers, parce qu'ils se chevauchent. Et c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que le hand-off, quand je vais basculer d'une cellule à une autre, il y a possibilité de le faire de façon soft. Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de pertes de paquets, parce qu'ils sont colocalisés. Dans la mesure du possible, il est préférable d'essayer de faire des réseaux colocalisés. Alors, est-ce que notre réseau va utiliser des fréquences soumises à la licence ou pas? Donc, ça dépend des équipements et aussi des fréquences utilisées. Est-ce que c'est clair pour ces conditions-là? Oui? Oui, madame. Très bien. Alors, quels sont les types de WLAN? Vous avez les infrarouges. On ne les utilise pas beaucoup, d'accord? Vous avez les micro-ondes avec étalement de spectre et vous avez des micro-ondes en bande étroite, donc sans étalement de spectre. Alors, il faut savoir que vous avez certaines bandes de fréquences utilisées pour les réseaux locaux. Vous avez UNI et ISM. Donc, UNI va utiliser, ne nécessite aucune autorisation et on est dans les alentours des 5. Alors,
5,15 jusqu'à 5,25 GHz en intérieur et pour l'extérieur, vous allez jusqu'à 35, 5,35. Et une I3, vous avez aussi pour les longues portées. Donc, bien entendu, je ne vous demande pas de les apprendre. Il faut juste se rappeler que vous êtes aux alentours des 5 GHz. D'accord? Vous avez une autre aussi bande de fréquence qui est ISM. Vous avez dans les 900 MHz pour tout ce qui est GSM, donc les réseaux cellulaires, et vous avez pour les réseaux locaux les alentours de 2,4 GHz. Alors, là, vous avez un tableau qui résume un peu les caractéristiques des trois types. Donc, ondes infrarouges, micro-ondes avec étalement de spectre et sans étalement de spectre à bande étroite. Donc, on n'a pas étalé. Donc, les débits bruts. Bien sûr, c'est un tableau ancien. Il faut voir les mises à jour, hein, d'accord, entre les débits, à quel débit on est maintenant. La mobilité, est-ce qu'on a une mobilité possible ou pas des nœuds? D'accord. La portée en mètres, la longueur d'onde ou bien les fréquences, d'accord. Et la modulation, la puissance, les méthodes d'accès, donc MAC, et est-ce qu'on est soumis ou pas soumis à la licence. Je pense que c'est assez clair. Bien entendu, vous ne devez pas les apprendre, juste vous rappeler qu'on peut être dans ces, ces fréquences-là, d'accord? Alors, les avantages des WLAN infrarouges, ils ne traversent pas les murs, donc vous êtes tranquille par rapport à l'écoute clandestine, d'accord? Et bien entendu, vous êtes tranquille par rapport aux interférences entre les salles. L'infrarouge, vous avez un espace, une bande passante assez large et vous pouvez accéder à des débits très élevés. Il est réfléchi par des... donc, vous pouvez faire de la réflexion par des corps légèrement colorés. On les met au plafond pour colorer. Et il est libre de toute licence. Les inconvénients, c'est que les lumières vont perturber votre transmission. Il va les considérer en étant un bruit, d'accord? Et aussi, les émetteurs, c'est des émetteurs puissants, ils peuvent nuire à votre santé, aux yeux. Et aussi, il faut prendre en considération l'économie de l'énergie. Alors, pour les modes de transmission dans les WLAN infrarouges, vous avez trois types, dirigé, omnidirectionnel et diffusé. Là, vous avez dirigé, tout simplement, comme son nom l'indique, vous allez pointer les équipements vraiment face à face pour pouvoir diriger vos transmissions infrarouges. Donc, utilisé pour créer des liaisons point à point. Et bon, plusieurs kilomètres, non, hein, entre deux immeubles et en vue, surtout en vue directe. Donc, diriger dans votre tête, c'est en vue directe. Là, omnidirectionnel, donc dans une salle, vous allez mettre une station de base qui va disposer d'une vue directe avec tous les autres nœuds dans votre salle. Et ça va servir de répéteur. Installer au plafond cet équipement qui va propager, hein, faire une diffusion, un broadcast omnidirectionnel par tous les autres équipements récepteurs au niveau du sol. Ou bien vous pouvez faire du diffusé en ayant un récepteur qui est un peu coloré au niveau du plafond et qui va diffuser vers toutes les autres stations. Bon, je vais vite parce que tout simplement, il n'est pas très utilisé. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt micro-ondes. D'accord? Là, vous avez un exemple. Vous avez des salles, une première et une deuxième, une troisième. On peut mettre un serveur. On va le relier, regardez ici, par exemple, avec des switches ou stations de base pour une première salle. Une seconde salle, on met une station de base. Et on a plusieurs équipements
qui vont accéder à cette première salle. Et là, on peut mettre un réseau ad hoc. Donc, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Ça dépend de la demande, ce qu'on vous a demandé lors de la conception de votre cahier des charges. Alors, le WLAN à étalement de spectre, ça on les connaît. Ils opèrent souvent dans des bandes qui ne requièrent aucune licence. Vous pouvez avoir plusieurs cellules ou une seule cellule. Alors, avec une seule cellule, c'est plutôt, on dira, peer-to-peer. On peut avoir peer-to-peer, donc on n'aura pas un hub, ce qui va centraliser. On n'aura pas un point d'accès si vous voulez. Et on aura, bien sûr, le contrôle d'accès sera CSMA et il convient pour les réseaux WLAN ad hoc, donc sans point d'accès. Ou bien avec un hub, donc vous avez le hub et on peut le relier à une épine dorsale, à Ethernet, pour contrôler l'accès aux différentes stations. Quand je dis station, dans les réseaux WLAN, c'est vos équipements, hein, d'accord? Tous les nœuds du réseau, on les appellera des stations. Et on peut faire du broadcast en utilisant une antenne omnidirectionnelle, utilise des fréquences centrales différentes pour les cellules adjacentes pour éviter les interférences. Ça peut être pour les bandes étroites, donc soumises plutôt, elles, à la licence. Vous avez deux, soit soumises à la licence ou bien non soumises à la licence, mais on ne va pas étaler le spectre. Alors là, je vous laisse les lire parce que ce n'est pas très important, on peut passer sur ça. Ce sont des exemples, des anciens exemples, d'accord, de réseaux LAN avec leurs spécificités. On vous donne les bandes de fréquence et les puissances. Voilà. Et là, pour les composants de votre architecture, vous pouvez avoir un point d'accès. Vous pouvez avoir également, c'est ce qu'on fait souvent, vous pouvez avoir un point d'accès et regardez le point d'accès, ces ondes arrivent jusqu'à ce cercle-là. Si on veut que ce nœud-là puisse transmettre, mais il n'est pas à l'intérieur de la zone du point d'accès, on va utiliser, d'accord. Je ne l'ai pas, Riyad, hein? Non. Personne ne me demande. Non. Donc, on continue. Donc, je disais, on va utiliser un répéteur pour pouvoir augmenter la zone de couverture du point d'accès. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Si vous avez une zone de couverture du point d'accès et que vous avez d'autres chambres ou d'autres superficies où les signaux du point d'accès n'aboutissent pas, vous pouvez utiliser un répéteur dans la frontière de votre zone de couverture pour élargir la zone de couverture. D'accord? Un bridge aussi, vous allez l'utiliser pour pouvoir, par exemple, accéder à un réseau. Ah, maintenant, oui. Mais normalement, j'ai rajouté tout le monde. Mohamed Jamaïca, envoyez-moi, c'est Baraka. Baraka, il faut m'envoyer votre mail pour que je vous rajoute. Voilà, oui. Très bien. Alors, c'est pas grave. Donc, je disais, on utilisera par exemple des ponts pour pouvoir accéder, par exemple, à un réseau LAN, d'accord? Un réseau filaire. Voilà. Donc, pour ça, on a fini.
je passe vers la suite qui est plus importante. Alors. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, regardez bien, ce n'est pas les réseaux, les architectures, pardon. Ce n'est pas l'architecture des protocoles I3E 802. Je n'ai rien mis ici. Je n'ai pas mis point 3 ou point 11. Ça signifie ce qu'on va expliquer maintenant dans cette partie-là, elle est valable pour les réseaux sans fil et les réseaux filaires. D'accord? Elle est valable pour les deux. Donc, non, je pensais qu'il y avait... Alors, si c'est valable, ça veut dire que ça va vous faire une petite révision concernant les architectures de protocole 802. Également point 3, filaire. D'accord? Pourquoi j'ai jugé utile? Parce que c'est la base également du sans fil. Alors, ah là là. C'est pas évident de gérer ça. Alors, pour l'architecture des protocoles 802, rappelez-vous bien, vous avez la couche physique et la couche liaison de données, c'est celle qui s'occupe du réseau local, que ce soit filaire ou sans fil. Et dans la première couche physique, vous avez deux sous-couches. Dans la couche liaison de données, vous avez deux sous-couches également. Alors, l'objectif du groupe 802.3 ou .11, c'était de travailler sur ces deux couches, physique et liaison de données. D'accord? Alors, pour ce qui est de LLC Service Access Point, qu'est-ce que ça veut dire? Service Access Point, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y a une réponse? Que signifie S ou bien LSAP, contrôle d'accès? Non, regardez, on vous a mis des parenthèses. Ça signifie quoi? Non, ça n'a rien à voir. Allez, là, on est en train de parler des couches protocolaires ici, d'accord? Et ça, normalement, si vous avez fait les protocoles TCP/IP, TCP, OSI, normalement, on vous a parlé de Service Access Point. Une autre proposition? Oui. Oui. Alors, tout simplement, chaque couche, elle a un service à offrir à la couche supérieure. D'accord? Hadi la couche, elle va offrir un service à la couche supérieure. Pourquoi on a mis on a mis tout le problème de la communication de deux ordinateurs ou plus en forme de couche. C'est pour séparer les différents problèmes. Et chaque couche, elle va s'occuper d'un problème donné, n'est-ce pas? Donc, si chaque couche, elle va s'occuper d'un problème donné, quand elle va faire son travail, la couche, elle va offrir un résultat à la couche supérieure.
elle va lui offrir un résultat. Elle fait un travail, elle lui offre un résultat. Ce résultat offert à la couche supérieure, c'est un service qu'elle offre. D'accord? Et c'est un point d'accès, si vous voulez également. Un point d'accès à partir de la couche supérieure à la couche Logical Link Control. C'est pour ça qu'on vous a mis des parenthèses, comme si c'est des ouvertures de haut vers le bas. Donc, c'est ce qu'on appelle LLC, Service Access Point. Et chaque couche, elle a un Service Access Point qu'elle va offrir à la couche supérieure. C'est clair pour ça? Donc, il y a des services qui sont envoyés entre les différentes couches, comme si c'est une porte de communication. Regarde, non, c'est pas ça. D'accord? C'est Service Access Point. Le L, c'est pour la couche LLC. D'accord? Donc, ceci pour cette image. S'il vous plaît, Isra, s'il vous plaît, quoi? Oui, je disais que LLC, chaque couche, que ce soit les réseaux, d'accord. Malheureusement, attendez. Alors, j'ai dit que chaque couche va offrir un service à la couche supérieure. Et il faut qu'il y ait des portes ouvertes, si vous voulez, entre les différentes couches, même si chacune travaille toute seule. Donc, la couche LLC, elle va offrir un service à la couche supérieure. Et c'est ce qu'on appelle Service Access Point. Service Access Point, le L, c'est pour la couche LLC. Chaque couche, elle a son Service Access Point. Hein. D'accord? Il y a aussi MAC Service Access Point. Toutes les couches ont un Service Access Point à offrir. J'espère que c'est plus clair. Très bien. Donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est ces couches-là, parce que c'est les couches qui rentrent dans la 802 et dans tout ce qui est réseaux locaux. Alors, quelle est la fonction? On va commencer rapidement par parler des fonctions de ces couches-là, de ces 4 couches-là. Et bien évidemment, leur fonction, c'est la fonction d'un réseau local, qu'il soit filaire ou sans fil. Alors, pour la couche physique, elle va s'occuper du codage, décodage des signaux, suppression, rajout des préambules. Donc, pour la synchronisation, on est dans la couche très basse. Elle va rajouter pour synchroniser les transmissions. Donc, bien entendu, transmission, réception des bits. Et tout le détail, elle va le mettre. Donc, elle va rassembler tous ces signaux-là, tous les bits, et elle va rajouter tous les détails liés au support de transmission et à la topologie. Concernant la couche physique, elle, on avait dit qu'elle contenait combien de sous-couches? On en a 2. N'oubliez pas, on est en train de parler de couche physique, locale ou sans fil, globalement. Donc, on en a 2. Sous-couches dans la couche physique. Vous avez Physical Medium Dependent et vous avez la sous-couche Physical Layer Convergence Procedure. Celle-ci, Physical Medium Dependent, tout simplement, elle est liée. Elle dépend, Dependent Medium. Elle dépend du média de transmission. D'accord? Alors, on va commencer par celle qui dépend. Alors, sous-couche dépendante du support, dépendante du support, physical medium dependent,
elle aura toutes les caractéristiques des données des utilisateurs et la méthode utilisée pour la transmission et la réception à travers le support sans fil ou bien autre, hein, même le support filaire, entre deux stations ou plus. Maintenant, pour nous, c'est purement physique. Ce n'est pas la couche qui nous intéresse, c'est plutôt, je répète, la couche MAC qui nous intéresse. Comment on va partager le support de transmission, comment on va accéder au support de transmission. La sous-couche de convergence physique, c'est la deuxième sous-couche de la couche physique, elle va définir quoi? Une méthode qui va servir à convertir des unités de données de protocole MAC, MAC Layer Protocol Data Unit, en un format de trame qui est adapté à l'émission et la réception des données des utilisateurs entre deux stations ou plus à l'aide de la sous-couche physique, medium dependent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un petit problème, attendez. Voilà. Ça veut dire voilà. Alors, vous avez quoi? Vous avez la couche physique et on a dit qu'on a ici la couche physical dependent. Et j'ai la couche de convergence physique, PL, Physical Layer Convergence Procedure. Celle-ci, elle va servir à quoi? À convertir les unités de données du protocole MAC. Donc, j'ai le MAC ici. Et j'ai LLC ici. Elle va prendre celle-ci, elle va préparer les unités de données du protocole MAC. Elle va prendre ce que va lui donner MAC, MAC, protocole data unit. La trame MAC. MAC, protocole data unit, ça veut dire l'unité, ce que va lui donner la couche MAC. Elle va la préparer, PLCP, elle va préparer ce que lui a donné la couche MAC. Elle lui a donné quoi? Elle lui a donné une trame MAC. Donc, elle lui a donné MAC, protocole data unit. PLCP, elle va tout simplement convertir cette MAC, protocole data unit, en une trame adaptée à la transmission à l'aide de la sous-couche PMD. C'est sa fonction principale. Maintenant, elle va faire la liaison entre la couche MAC et la couche physique. C'est pas uniquement ça, mais c'est ce qu'on va garder. Elle va convertir l'unité de transmission MAC Protocol Data Unit en un format compréhensible par la sous-couche physique medium dependent. D'accord? Il faut savoir que chaque couche, elle prépare un protocole data unit. Vous êtes d'accord? Chaque couche, elle prépare un protocole data unit. معناتها protocole data unit, c'est ce qu'elle va transmettre. Une trame, parfois on l'appelle trame, parfois dans une autre couche, on l'appelle paquet. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Ce que j'ai mis là, c'est ce que je veux que vous gardiez en tête. Très bien. Alors, maintenant,
on va parler pourquoi on a séparé LLC et MAC. Alors, tout simplement parce que la logique qui est requise pour gérer l'accès du support n'est pas présente dans la couche liaison de données traditionnelle. Donc, il était nécessaire de séparer la couche liaison de données traditionnelle, maintenant OSI. Hein. Et on a séparé et on a mis LLC et MAC. Et on s'est dit que MAC, elle peut être proposée pour différents types de réseaux. Donc, excusez-moi. Donc, pour un réseau filaire, vous aurez une couche MAC différente d'une couche MAC d'un réseau sans fil. Et donc, la couche LLC, qu'est-ce qu'elle aura comme objectif? C'est d'unifier. Si vous avez un MAC, une couche MAC ici pour un réseau filaire et une autre couche MAC. Maintenant, un équipement. Là, vous avez un équipement. Je dessine un PC filaire. Et là, vous avez une couche MAC sans fil, donc un laptop. Et ce qui va unir et permettre la communication entre ces deux équipements, d'accord, qui sont différents dans leur couche MAC. Donc, la MAC, elle va faire quoi? Elle va contrôler l'accès au support de transmission. L'accès au support de transmission pour un réseau filaire est différent de l'accès au support de transmission pour un réseau sans fil. Donc, qu'est-ce qui va faire unir et qu'on puisse communiquer, faire communiquer un réseau filaire avec un réseau sans fil? C'est l'ajout d'une couche de la sous-couche LLC. C'est elle qui va unir les deux. Et unir, ça veut dire que je vais rajouter à une trame MAC des informations identiques pour que je puisse envoyer ma trame MAC d'un réseau sans fil et que le réseau filaire puisse la comprendre. Et ça, c'est grâce à la couche LLC unifiée. D'accord? Alors, et là, on vous dit pour une même LLC, plusieurs options MAC peuvent être proposées. Ça veut dire quoi? Plusieurs types de MAC. Alors, maintenant, on rentre dans ce qui nous intéresse. Quelle est la fonction de la couche MAC? Medium Access Control. Premièrement, transmission des données. Donc, assemblage des données en trame, bien entendu avec des champs d'adresse pour pouvoir envoyer, et on rajoute des champs de détection d'erreur. Pas de correction, de détection, pas forcément corrigé. Réception, on va désassembler les trames, bien sûr reconnaître les adresses et détection des erreurs. Et ce qui est très important pour nous, c'est le point 3. Le reste, c'est une transmission, que ce soit du filaire ou du sans fil. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est ceci. C'est la transmission, la gestion de l'accès au support de transmission. D'accord? C'est le point 3 qui est important pour nous. La fonction de la couche LLC, Logical Link Control, elle va faire l'interfaçage. Elle va rendre la couche MAC accessible pour tout type de réseau. D'accord? Et avec les couches supérieures et contrôle de flux et également d'erreurs. Donc, contrôle d'erreurs, on peut laisser la correction des erreurs au niveau de la couche LLC ou bien à la couche supérieure. D'accord? Donc, ici, vous avez la couche donc LLC Protocol Data Unit. MAC Data Unit, c'est là, on l'appelle MAC Data Unit, c'est la trame. Ensuite, vous avez LLC Protocol Data Unit. Le IP, la couche IP,
son protocole data unit, on l'appelle datagram. Pour TCP, protocole data unit, c'est le segment, on l'appelle segment. Là, vous avez toute la trame MAC avec l'entête et l'enqueue, trailer MAC, et vous avez jusqu'à ce qu'on aboutisse à les données de l'application. Alors, pourquoi, à votre avis, on va étudier maintenant le contenu d'une trame MAC? Pourquoi? Tout simplement, on aurait pu s'en passer, on aurait pu ne pas rentrer dans le détail de la trame MAC, d'accord? Mais on va rentrer dans le détail de la trame MAC tout simplement pour différencier une trame MAC filaire d'une trame MAC sans fil et également quand je donne un ordre, moi, par exemple, un PC, regardez. Quand j'ai un PC, imaginons que j'ai un point d'accès. Le point d'accès, on va l'appeler access.ap. J'ai un point d'accès ici et j'ai mon laptop. Maintenant, on va appeler les nœuds du réseau qui veulent accéder au point d'accès, on va les appeler stations. Donc, mon laptop, c'est une station, ST1, et le vôtre, c'est ST2. D'accord? Cette station-là, mon laptop, il veut accéder au point d'accès. Comment il va faire? Quand vous vous connectez de chez vous au point d'accès, qu'est-ce qu'il y a? Cette station-là, mon laptop, il va détecter tous les sons dans ma zone de couverture, n'est-ce pas? Et j'aurai quoi? Une liste. J'espère que vous m'écoutez. J'aurai une liste. Une liste de WLAN à proximité. D'accord? Et je vais choisir mon réseau WLAN pour y accéder. Comment j'ai reçu tout ça? Cette liste-là, comment je l'ai reçue? Comment? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, comment vous faites? Comment vous recevez cette liste-là de WLAN dans votre laptop ou dans votre téléphone? Je pense que c'est tellement évident que vous ne voulez pas répondre, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Alors, si vous avez un premier point d'accès ici, un point d'accès, et vous avez un autre point d'accès ici. Les deux points d'accès vont envoyer dans leur zone de couverture, ils vont envoyer des signaux. Ces signaux-là, c'est des beacons qui vont annoncer les informations qui les concernent. Maintenant, le point d'accès 1, il va envoyer périodiquement, voilà, je suis le point d'accès avec son nom, d'accord? Avec sa plage de transmission, sa fréquence. Et de cette manière-là, votre station, votre laptop, il pourra le détecter. OK? Le point d'accès, le second, lui aussi, il va envoyer des informations de façon répétitive, c'est ce qu'on appelle des beacons, qui vont l'annoncer. Ils vont dire, je suis point d'accès tel, et voilà ma fréquence, toutes les informations le concernant. La station 2, elle va choisir avec qui elle va se connecter, avec le point d'accès 1 ou le point d'accès 2. Cette façon de faire, est-ce qu'elle existe dans le filaire? Non, elle n'existe pas dans le filaire. Non, très bien, elle n'existe pas. Donc,
la façon d'envoyer ces trames-là, le beacon, c'est une trame qui n'existait pas dans les trames Mac. Donc, normalement, je vais préparer, le point d'accès va préparer une trame dans laquelle elle est de type beacon et dans laquelle il va s'annoncer. Il va dire, je suis le point d'accès tel, voilà mes informations. La station 1, elle aussi, elle va préparer une trame spéciale pour demander au point d'accès, écoute, je veux me connecter avec toi. C'est une trame spéciale. Et si on dit que c'est une trame spéciale, ça veut dire qu'il y a des champs à l'intérieur de la trame qui vont préciser ça. Cat-way handshake, c'est le TCP, mais aussi il y a dans le sans fil, pas dans le fil. Vous avez ça, oui, regarde. Donc, si on dit qu'il y a des demandes, la demande, elle sera faite à travers une trame. Donc, il est important, pour comprendre ces échanges-là, il est important de rentrer dans le détail de la trame. C'est pour ça, je souhaite vous faire rentrer dans la trame et d'étudier le format de la trame, surtout sans fil. Est-ce que c'est clair du pourquoi? Parce que c'est à travers la trame qu'il y a des demandes dédiées au sans fil. Donc, j'espère avoir été clair pourquoi. Et bien entendu, je ne vous demande pas d'apprendre le format de la trame. Ça, en aucun cas, vous apprenez le format de la trame. Il faut le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le format d'une trame, vous avez le MAC, MAC control, destination adresse, source adresse, data. Data ici, ça veut dire que c'est la charge utile d'une trame MAC. Qu'est-ce qu'elle contient, la charge utile d'une trame MAC? Elle contient protocole data unique de la couche supérieure. De la couche supérieure, ça veut dire, c'est ce qu'on vous schématise ici, ça veut dire c'est le LLC, la couche supérieure c'est LLC, LLC protocole data unit. Ça, c'est ce qu'on va mettre dans la charge utile d'une trame MAC. D'accord? Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on a parlé tout à l'heure, destination service access point, la source service access point, ça, c'est par rapport au service, la couche supérieure et la couche inférieure. D'accord? Vous avez un champ de contrôle de la couche LLC et des informations qui concernent la couche LLC. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la data de la couche de la trame MAC, c'est le protocole LLC, protocole data unit, et vous avez les points d'accès au service propres à la couche LLC ou bien à la couche MAC. Alors, le format de la trame, donc on va parcourir un par un ici. Donc, contrôle MAC, information de contrôle du protocole. Vous avez l'adresse MAC, l'adresse source de destination et de destination et source. Vous avez la charge utile, c'est les données. Et vous avez, pour la détection d'erreurs, vous avez le cyclic redundancy check pour la détection des erreurs dans la trame. C'est ça ce qui est intéressant pour nous. Donc, LLC et MAC, la plupart des protocoles de contrôle de liaison de données doivent non seulement détecter les erreurs à l'aide du code Cyclic Redundancy Check, contrôle, et aussi les corriger en retransmettant les données, les trames erronées. Dans les protocoles LAN, ces deux fonctions, détection et correction des erreurs, on va les répartir entre la couche MAC et LLC. La couche MAC, elle va faire la détection des erreurs et de la suppression des trames concernées. La seconde, elle va faire optionnellement
le suivi des transmissions, des trames reçues, en retransmettant les trames incorrectes ou perdues. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la couche MAC, elle va s'occuper de la détection des erreurs, mais on ne va pas lui demander de corriger. Qui va faire la correction? C'est plutôt la couche LLC et la retransmission, mais elle va faire de façon optionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des cas, des protocoles ou des services LLC où on leur exige la correction des erreurs de transmission au niveau de la couche LLC. Si la couche LLC ne corrige pas, on va demander aux couches supérieures. D'accord? C'est elles qui vont s'occuper de la correction. Si on n'a pas, notre équipement ne contient pas de couche supérieure, il y a des équipements qui ont que les deux couches, ta couche physique et couche liaison de données. Donc, on est obligé de corriger au niveau de notre équipement. Maintenant, la couche LLC, c'est elle qui va corriger. En d'autres termes, ça dépendra de votre équipement. L'équipement, s'il contient d'autres couches supérieures, on peut laisser la correction des trames ou des erreurs de transmission au niveau supérieur. Si notre équipement ne contient pas de couche supérieure, IP et plus, et qu'on souhaite et qu'on exige une correction des erreurs, c'est LLC qui va s'en occuper. C'est pour ça, on vous dit que la seconde, la couche LLC, elle va assurer de façon optionnelle le suivi des trames transmises et reçues en retransmettant, maintenant je vais corriger, en retransmettant les trames incorrectes ou perdues. Donc, ça dépend, optionnel, ça dépendra de mes équipements. Est-ce que j'ai plus de couches supérieures qui vont prendre en charge la correction et la retransmission des trames perdues? Est-ce que c'est clair? Je pense que ça l'est. Jusqu'à présent, n'oubliez pas que tout ce qu'on a expliqué maintenant, c'est valable pour le sans fil ou le filaire. C'est pour ça que vous avez 802 et je n'ai pas précisé point 3 ou point 11. Alors, contrôle de liaison de données, la couche LLC des LAN ressemble aux autres couches liaison de données. Donc, elle va transmettre, transmission d'une protocole data unique de niveau liaison entre deux stations, sans nécessité de nœud intermédiaire. C'est elle qui va gérer la couche LLC entre, ça veut dire si vous avez des MAC différentes, LLC, elle va faire l'interopérabilité entre des MAC différentes. Elle possède deux caractéristiques. Elle va pouvoir gérer la nature partagée. Même si vous avez un accès multiple et vous avez un accès pas multiple, maintenant une liaison point à point, elle va pouvoir le satisfaire, la couche LLC. Elle ne va pas s'occuper de certains détails qui concernent la couche MAC. Maintenant, la couche MAC, elle va s'en occuper elle-même. Donc, ce qui nous intéresse de la couche LLC, c'est qu'elle fait la liaison entre une MAC sans fil et une MAC filaire. Donc, on n'a pas besoin de nœud intermédiaire. La couche LLC, elle est unifiée. Elle unifie les transmissions. Quel est l'avantage, plutôt l'adressage de LLC? Au niveau de cette couche, ça nécessite que les utilisateurs LLC sources et destinations soient spécifiés.
شكون هما source et destination? L'utilisateur LLC, c'est qui? C'est le protocole supérieur. Et ça veut dire tous les utilisateurs de ce protocole-là, on doit le préciser. Si c'est une couche Mac, filaire ou une couche Mac sans fil. Et les adresses LLC sont qualifiées, on les appelle des points d'accès au service, Service Access Point pour employer la terminologie OSI. Là, les utilisateurs LLC source et destination, ce n'est pas l'envoi entre un PC et un autre. Un utilisateur LLC, c'est entre la couche supérieure et la couche inférieure. C'est qui va utiliser ce protocole-là au niveau supérieur et au niveau plus bas. C'est ça les utilisateurs LLC. Alors, comment va fonctionner LLC? LLC est basé sur le protocole HDLC, c'est les protocoles utilisés pour la téléphonie filaire. Il est au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Il définit un mécanisme de délimiter les trames de différents types en ajoutant un contrôle d'erreur. Donc là, on a le contrôle d'erreur. On peut le mettre, corriger l'erreur, on avait dit, au niveau de la couche LLC, ou bien au niveau de la couche Mac, ou bien au niveau de la couche LLC. Mais ça dépendra de vos équipements. Alors, là, pour le LLC, on ne rentrera pas plus dans le détail. Il faut seulement savoir qu'il est basé sur une modification du protocole HL Data Link Control, qui est, j'ai dit, c'est un protocole de niveau 2 qui est dans le modèle OSI et qui est également utilisé dans la téléphonie filaire. Hein. Alors, quels sont les services du protocole LLC qui sont offerts à l'utilisateur de niveau supérieur? Vous avez 3 types de services. Alors, avant d'avancer, dites-moi d'abord, est-ce qu'il y a des questions par rapport au précédent slide? Ça ne sert à rien que je parle sans que vous me posez des questions. Je vous pose, moi, des questions. C'est qui alors, je pose des questions. Qui corrige les erreurs de transmission? Quelle couche? Pas forcément. Pas forcément la couche LLC. On a, c'est optionnel. D'accord? C'est optionnel. Ça peut être elle, ça peut être les couches supérieures. Très bien. Ça peut être elle, ça dépend de l'équipement et de ce qu'on souhaite avoir. Si on veut corriger et que j'ai que les 2 premières couches, on dit la couche physique et la couche liaison de données. Et je n'ai que ces 2 couches-là et je veux que mon service corrige. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exiger à la couche LLC de corriger. Maintenant, exiger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon équipement, son protocole LLC, doit corriger. D'accord? Parce qu'il n'a pas d'autre, l'équipementier n'a pas d'autre protocole au-dessus. Il ne supporte pas. Cet équipement, il est tellement petit, si vous voulez, il ne supporte pas d'avoir d'autres protocoles au-dessus. Et je souhaite avoir une correction des erreurs de transmission. Donc, je suis obligée de la mettre dans LLC. Si mon équipement supporte d'avoir les autres couches du protocole, IP, plus de 2 couches, il se pourrait qu'on ne demande pas à la couche LLC de corriger. Je vais laisser les corrections aux couches supérieures. Très bien. Ça, c'est clair. Que fait la PDU? C'est quoi PDU d'abord? C'est quoi une PDU, Yasmine? Vous pouvez répondre les autres. Hein? C'est quoi une PDU?
Protocole Data Unit, oui. Protocole Data Unit, c'est quoi? C'est ça, regardez. C'est ça. Pour la couche MAC, protocole Data Unit, c'est la trame. Protocole Data Unit de la couche MAC, c'est la trame. Pour la couche LLC, le protocole Data Unit, c'est l'unité du protocole. L'unité du protocole de la couche LLC, c'est quoi? C'est LLC Protocol Data Unit, LPDU. De là jusqu'à là. Protocole Data Unit de la couche IP, c'est de là à là. C'est le datagramme. C'est le datagramme lui-même, ce n'est pas la taille, c'est lui-même l'information, le paquet. Le protocole Data Unit de la couche TCP, c'est le segment. C'est tout ça, de là à là. Est-ce que c'est clair? Donc, protocole Data Unit de la couche MAC. Écrivez rapidement, c'est quoi? Protocole Data Unit de la couche MAC, c'est tram. Très bien. Protocole Data Unit de la couche LLC. Très bien. Protocole Data Unit de IP. Datagramme. Protocole Data Unit de TCP, c'est le segment. Voilà. Parfait. Très bien. On est tranquille. Alors, posez-moi encore d'autres questions. C'est qui l'utilisateur LLC? Les utilisateurs LLC. L'utilisateur LLC est un protocole de niveau supérieur. Maintenant, soit supérieur, soit inférieur. Ou une fonction de gestion de réseau, la couche MAC. C'est qui va utiliser LLC? C'est soit les utilisateurs LLC sur ces destinations, soit en haut, maintenant la couche supérieure, ou bien la couche MAC en bas. Très bien, on y est. Les adresses LLC sont qualifiées de points de service. C'est quoi un service access point? C'est quoi le service access point? Le service access point, c'est ça. Le service access point, c'est les adresses auxquelles je pourrais, les adresses et toute information que je pourrais accéder au service de cette couche-là. C'est ce qu'on appelle service access point. Donc, comme protocole data unit, ce qui est envoyé entre les couches, tram ou la segment ou la ce que vous voulez, et vous avez le service access point, c'est les adresses qui sont échangées entre ces couches-là. C'est un point d'accès à la couche. Qu'est-ce qu'on peut aussi? LLC, il est basé, ce que vous devez retenir sur... Excusez-moi, une seconde, j'enlève juste ça. Donc, je disais, alors, vous devez garder en tête que LLC, là, on a parlé globalement de LLC, mais au fond, LLC, il est basé sur le protocole HDLC. C'est un protocole, j'ai dit, de la téléphonie filaire. On n'ira pas plus dans ce détail-là, d'accord?
Et vous voyez bien, c'est un mécanisme qui délimite les trames de différents types. D'accord? C'est pour unifier LLC aussi. Il va unifier la transmission entre différentes trames, que ce soit filaire ou sans fil. Maintenant, quels sont les services offerts à un utilisateur de niveau supérieur? Quels sont les services que la couche LLC va offrir à la couche supérieure? D'accord? Parmi ces services-là, vous avez le premier service, service sans connexion non connecté, service avec connexion, et le dernier, service sans connexion acquitté. Acquitté plutôt. Alors, le premier service sans connexion non acquitté, ce service très simple de type datagram, pas de mécanisme de contrôle de flux ou d'erreur, ne garantit pas la livraison de données, mais la plupart des équipements implémentent une couche logicielle de plus haut niveau qui se charge de la fiabilité de la connexion. Alors, vous avez surcharge liée à l'établissement et au maintien du connexion n'est pas toujours justifiée et peut même se révéler contre-productif. Je mets une connexion sans connexion. Quand on dit une connexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais préparer entre les nœuds ST1, ST2, ST et ainsi de suite. Ces nœuds-là, je fais une connexion, maintenant je vais établir tout le chemin et il sera dédié pour ma transmission. D'accord? Je vais préparer une connexion. Maintenant, tout le chemin doit être dédié. J'ouvre une connexion et je ferme la connexion. Donc là, ce n'est pas nécessaire d'établir une connexion. Et également, ce n'est pas nécessaire d'avoir des acquittements. Là, on est dans les couches LLC, hein, d'accord? Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des acquittements et je n'ai pas besoin d'avoir des connexions. Ça, c'est un service offert par la couche LLC. Dans quel cas? Exemple, une application de surveillance. Vous avez des capteurs. La perte occasionnelle d'une unité de données n'est pas problématique puisque le rapport suivant arrive rapidement. quoi? Et imaginez-vous que vous avez une usine où je mets des capteurs sans fil. Premier. Et ils vont envoyer vers une station des informations. Là, ce n'est pas la peine d'établir une liaison connectée LLC. Non, ce n'est pas la peine. Maintenant, si j'ouvre une connexion, elle est toujours ouverte entre les deux équipements. Ce n'est pas la peine d'établir une connexion. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je n'ai pas besoin de connexion et je n'ai pas besoin d'acquittement. Maintenant, je ne suis pas obligée, la station réceptrice, ST, n'est pas obligée d'envoyer un acquittement. Pourquoi? Parce que ce type de transmission ne le nécessite pas. Imaginez-vous que j'ai une entreprise où je mets des capteurs pour surveiller, par exemple, la température. D'accord? Je sais que mon capteur, chaque 5 secondes, m'envoie une information. Première information. Et à chaque fois, il m'envoie. Donc, moi, même si je rate une information, la station réceptrice rate une information, elle sait qu'il y aura un prochain rapport qui va arriver du capteur. Donc, je n'ai pas besoin d'envoyer au capteur un ACK, il n'est pas nécessaire. De lui confirmer, il n'est pas nécessaire de lui confirmer ma réception, parce que je sais que même si je rate cette information, le capteur, il va périodiquement m'envoyer une autre information. Donc, dans ce cas-là, je vais installer une LLC
sans connexion et sans ACK. Parce que ce type d'application ne le nécessite pas. D'accord? Donc, c'est pour ça on vous dit la perte occasionnelle d'une unité de données, un protocole data unit, n'est pas problématique puisque le rapport suivant, il va arriver rapidement. Donc, le service sans connexion et non acquitté. Voilà un exemple. Le deuxième exemple, service avec connexion. Il peut être utilisé par des dispositifs très simples, tels que des capteurs, et doté d'un logiciel vraiment rudimentaire, maintenant de base. Il va assurer quoi? Le contrôle de flux et la fiabilité normalement implémentée par des processus de communication de plus haut niveau. Maintenant, là dans LLC, je vais mettre une connexion, je vais établir une connexion et je vais également lui exiger un contrôle de flux et aussi une correction des erreurs parce que je ne peux pas implémenter dans cet équipement les couches supérieures. Est-ce qu'on a... Oui. Ensuite, le service sans acquittement, sans connexion acquitté, il va nécessiter les datagrammes soient acquittés, mais il opère sans connexion logique au préalable. Le logiciel de contrôle de liaison doit maintenir une sorte de table pour chaque connexion. Là, vous voyez, quand on demande on ne demande pas sans connexion, on n'a pas demandé de connexion. Donc, pour contrôler la liaison, il doit rajouter une sorte de table pour chaque connexion active afin de connaître son état. Alors, un exemple de cet environnement, c'est, on vous dit, environnement de commande, de processus ou de fabrication automatisée, dans lequel le site central communique avec de multiples unités de traitement et de contrôle programmable et d'alarme. Maintenant, je suis obligée, je ne vais pas établir comme la première fois une connexion, comme la deuxième fois, mais j'aurai entre mes stations et le capteur, je ne vais pas faire une connexion, maintenant je ne vais pas dédier une liaison, non, je n'aurai pas ça, mais j'aurai plutôt, je vais exiger des acquittements. Pourquoi? Parce que si, par exemple, il y a le feu ou quoi que ce soit, on aimerait bien avoir cette information que l'information est bien arrivée. Donc, on exige un acquittement d'une station à un autre, par exemple, capteur. On a bien reçu l'information et on doit envoyer un ACK. Donc, en d'autres termes, vous avez différents services LLC, d'accord? Vous avez 3 et ils dépendent de quoi? Ils dépendent de la couche supérieure. Est-ce qu'elle existe ou pas? Est-ce qu'on va renvoyer la correction des erreurs à la couche supérieure ou pas? Et également, est-ce qu'on exige que LLC envoie des acquittements ou pas? Donc, vous avez 3 avec connexion. Et pour les sans connexion, vous avez avec ACK et sans connexion. Et là, sans ACK. Donc, c'est le premier cas, deuxième et troisième. Est-ce que c'est clair? On va faire comme tout à l'heure. Donnez-moi un exemple rapide d'un service sans connexion, sans acquittement. Alors.
Oui. Ou on n'exige pas un accusé de réception. Oui. Connexion. Connexion. Connexion, c'est qu'on demande que cet équipement, pour la connexion, l'équipement lui-même, on exige de lui une fiabilité. Maintenant, je demande l'ACK, quand c'est avec connexion, c'est sûr que c'est avec ACK. Je demande une fiabilité, d'accord? Et que je n'ai pas, non, il n'y a pas de correction en vidéoconférence. C'est plutôt, il ne faut pas aller dans des applications pareilles. C'est des équipements souvent qui n'ont pas d'application. Il n'y a pas les couches supérieures. Comme les couches physiques et liaison de données. Les exemples, les meilleurs exemples, c'est des capteurs. Des petits dispositifs qui n'ont pas, les couches supérieures. Maintenant, les couches inférieures. Couche physique et couche liaison de données. Avec connexion, on va exiger à la couche LLC de faire le contrôle de flux, de faire de la fiabilité à la couche liaison de données. Et ça peut être un capteur où on va lui exiger ceci. Il peut faire de la surveillance et on va lui exiger une fiabilité. D'accord? Et le dernier cas, c'est sans connexion mais acquittement. Là, pour des raisons de contrôle également, on doit maintenir une certaine fiabilité avec des acquittements et on doit acquitter la bonne réception. Par exemple, il y a une chaîne de fabrication. Si sans connexion, acquitté, vous pouvez l'imaginer, une chaîne de fabrication. Je suis toujours dans des dispositifs rudimentaires. Uniquement les couches inférieures. C'est des petits équipements. La couche physique et la couche liaison de données. Liaison de données. Alors, donc je disais, sans connexion acquittement, comme par exemple, mais cache la connexion, je n'établis pas la connexion entre les deux équipements, parce que ça alourdit la transmission, et comme la station a dit, où il y a un équipement de fabrication. Là, on fabrique par exemple des boîtes ou on fabrique ce que vous voulez. La chaîne de transmission a dit, j'envoie un accusé que j'ai rempli ou là j'ai fabriqué. J'envoie l'information, la station a dit, elle reçoit, elle vérifie que ça a été bien fabriqué, elle doit envoyer un accusé de réception. Ça a été bien fabriqué, oui. D'accord? Si ce n'est pas bien fabriqué, je vais lui envoyer, ça n'a pas été bien fabriqué. Donc, l'acquittement, c'est par rapport à ce qu'on m'a envoyé, est-ce que ça a été bien fait par ma chaîne de fabrication ou pas? J'ai fabriqué quelque chose dans mon usine, LLC, je vais utiliser LLC sans connexion, mais j'exige que ça soit acquitté pour dire que ça a été bien fabriqué. Par contre, le LLC sans connexion, sans ACK, quand j'ai des rapports, je mets des capteurs qui vont capturer, par exemple, la température. Ce capteur-là, je sais que périodiquement, il va m'envoyer à ma station les informations. Même si je rate une, je vais recevoir une autre. Donc, je n'ai pas besoin d'ACK. D'accord? Avec connexion,
On exige le tout. On exige que ça soit accusé, on exige une fiabilité, on exige tout de la couche LLC. J'espère avoir été clair. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc là, n'oubliez pas, on n'est pas en train de parler, c'est des équipements qui n'ont pas forcément les couches supérieures. C'est des couches, excusez-moi, c'est des couches inférieures. Ah. C'est des couches inférieures, d'accord? Très bien. Donc, si vous avez compris ceci, on peut passer à la suite. Donc, la suite. Maintenant, on passe à ce qui nous intéresse. Architecture et services de la 802.11. D'accord? Voilà. Très bien. Alors, 802.11, on avait dit que pour les réseaux locaux, filaires ou sans fil, ce qui est important, c'est les couches inférieures, couches physiques et liaison de données. Tout le travail est dans ces deux couches. La couche liaison de données, on avait montré tout à l'heure qu'elle contient deux sous-couches, et la couche physique, également, on avait dit qu'elle contenait deux sous-couches tout à l'heure, que ce soit pour le réseau filaire ou le réseau sans fil. Maintenant, il y a eu des groupes de travail. Ce sont des personnes issues du monde de la recherche ou bien de la recherche universitaire, des laboratoires de recherche, ou bien du monde industriel. Ils se sont attelés à travailler sur les couches, les deux couches, physiques et la couche liaison de données. Pour se dire quoi? Pour se dire, on sait que pour tout ce qui est réseaux locaux, on sait que ça concerne uniquement les couches inférieures, معناتها liaison de données et physique. Et on sait que les deux contiennent deux sous-couches toutes les deux, physique et liaison de données. Donc, il y a eu un groupe pour la couche physique, un groupe de chercheurs, et d'autres groupes qui vont s'occuper de la couche MAC et la couche LLC pour voir qu'est-ce qu'il faut modifier par rapport au filaire. D'accord? Donc, ces dates-là ont commencé les groupes de travail 802.11 pour standardiser les réseaux, les rentes standards interopérables, les réseaux wireless LAN. Et il y a eu des spécifications par rapport aux couches physiques et liaisons de données. Maintenant, ils ont précisé le cahier des charges par rapport au modèle aussi. Alors, plusieurs normes, 802.11, vont se différencier par rapport à quoi? Au débit d'utilisation, de la fréquence également, de l'usage et la sécurité. Il y a des normes qui s'occupent du débit, d'autres de l'usage et d'autres de la sécurité. Voilà un petit résumé. Donc, vous avez la 802.11, celle-ci, la première. Il n'y a pas ni de A, ni 802.11 tout court. D'accord? Ils se sont occupés de quoi? Couche MAC, Medium Access Control,
qui est commune aux différents WLAN. Donc, couche physique, ils se sont occupés également de la couche physique avec étalement de spectre à saut de fréquence et le DSSS. D'accord? Et ils étaient uniquement à 2 mégabits par seconde. Il y a eu ensuite, en 1999, 802.11a et ils ont créé la couche physique OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, à 5 aux alentours des 5 GHz et on arrive à ces débits. Et on a la 802.11b, elle utilise, regardez, DSSS, d'accord? Et on est aux alentours de 2,4. Vous voyez maintenant l'utilité d'avoir étudié l'étalement de spectre. Est-ce que c'est clair pourquoi l'étalement de spectre? Parce qu'on n'aurait pas pu parler des couches physiques ici, des différentes couches physiques, sans avoir compris ce que c'est l'étalement de spectre. J'aurais aimé faire aussi OFDM, donc peut-être dans le futur, mais c'est OFDM orthogonal. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'envoyer des fréquences à l'horizontale et à l'orthogonale pour augmenter les débits, pour arriver jusqu'à 54 mégabits par seconde. C'est une petite explication. Hein. Alors, 802.11c, pour le pontage au niveau de la couche MAC, ça veut dire pour les lier au réseau filaire. La D, c'est pour la couche physique qui va étendre les WLAN à de nouveau d'autres pays. Je n'ai pas plus de précision sur ça. La couche MAC E, les services de sécurité. La F, tout ce qui est interopérabilité entre différents fabricants. Et la couche physique 802.11g qui va étendre la 802.11b au-delà des 20 mégabits. Bien entendu, vous ne devez pas tout apprendre. Hein. La couche H, elle va étendre la couche A, couche physique. Et MAC qui étend la couche A. Couche I, c'est pour la sécurité, l'authentification. J, japonaise. Et améliorer en matière de mesure de ressources, la K, les couches supérieures. Et normalement, il y a la AX. Il y a d'autres, hein, il y a d'autres normes. Il faudra mettre à jour ces slides. Il y a d'autres normes. La G, on a dit. Je pense la AX qui manque. La N, peut-être aussi. Vous me dites, hein, qu'est-ce qu'il y a encore comme normes. Vous les rajouterez, d'accord, dans votre document. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête de ces différentes normes? C'est surtout les normes qui améliorent quoi? Qui améliorent les débits. Ça veut dire dans vos équipements, vous allez trouver soit 802.11a, soit 802.11b. D'accord? Donc A, B, G, N et AX qui est, je pense, le nouveau. Est-ce que c'est clair? C'est ceux qui améliorent les débits. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Alors, la Wi-Fi Alliance, c'est un regroupement, ce qu'on appelle WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance. C'est pour avancer dans la standardisation et bien sûr certifier tout le matériel WLAN. Et il a été, ce regroupement-là, WECA, c'est un regroupement de chercheurs et d'industriels, hein, d'accord, en 1999. Ce regroupement-là, il a par la suite été rebaptisé, maintenant renommé Wireless Fidelity Wi-Fi Alliance. Et c'est ça ce que vous avez, ils ont rajouté le label Wi-Fi. OK, vous avez un label pour breveter, de brevet d'interopérabilité, ça veut dire que vous rajoutez
sur les équipements, quand vous achetez un équipement, il faut qu'il y ait le label Wi-Fi. On s'arrête sur ça. La question que je me pose, on s'arrête sur ça. Pourquoi vous avez mis un cours de 8h à 10h et tout de suite après, à 10h, un autre cours? Normalement, dirons une petite demi-heure de répit pour vous. Riyad. Oui, madame. Riyad, logiquement, vous m'arrêtez à 10h. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. J'arrête à 10h.